Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je pense. Soyez les bienvenus à cette rencontre dédiée au journalisme constructif. Quels projets, quels enjeux pour l'Europe? On est très heureux que cette thématique soit abordée lors de la première édition des Assises du journalisme ici à Bruxelles. Je me présente, je m'appelle Yasmine Boudaka, je suis cofondatrice et coordinatrice de la SBL News 6, qui est une petite structure qui a été créée il y a 5 ans maintenant ici en Belgique et qui sensibilise les médias francophones au journalisme constructif. Alors là où on était timidement reçu, écouté, entendu à nos débuts, eh bien aujourd'hui on peut dire qu'il y a un réel intérêt de la profession pour cette démarche journalistique et notre présence ici en est la preuve et on en est vraiment super content. Alors les constats bien sûr sont partagés, un climat anxiogène qui joue sur l'humeur des publics, des nouvelles déprimantes qui génèrent un sentiment d'impuissance, une rupture de confiance entre les publics et les médias. Tout cela sans parler même de l'écosystème média qui lui-même subit des tensions en tout genre. Voici quelques éléments essentiels qui amènent les citoyens, encore plus nombreux cette année, selon le rapport de l'Institut Reuters, à déserter les informations et à se couper de toute source d'information. Or, ce lien entre le public et les médias, il est vraiment essentiel pour le maintien de nos démocraties aujourd'hui. Alors, pour améliorer cette réalité, le journalisme constructif a un rôle essentiel à jouer, en apportant notamment de la nuance, des perspectives dans la manière de relayer l'information, parce que non, le journalisme constructif n'est pas la jolie histoire du jour qu'on va caser en fin de journal ou en fin de magazine. La démarche, elle est relativement récente, je l'ai dit, elle est de plus en plus répandue, on va en parler. De plus en plus de journalistes se l'approprient, de plus en plus de rédactions travaillent à raconter le monde d'une autre manière, sans faire abstraction des problèmes, mais en mettant aussi en lumière ses avancées, sa créativité, ses recherches de solutions et ses initiatives porteuses pour la société. Et donc ce matin, je vous propose de mettre un coup de projecteur sur les impacts de ce prisme constructif qui vient à la fois questionner nos réflexes habituels de journalistes et enrichir nos pratiques rigoureuses. On va en discuter avec 3 acteurs européens qui vont partager leur vision du journalisme constructif, la manière dont ils l'intègrent dans leurs pratiques en abordant aussi les enjeux, les moteurs et les freins. Je vais commencer par vous, Orla Borg. Vous êtes danois, ancien journaliste et aujourd'hui directeur du programme des bourses d'études du Constructive Institute au Danemark. À vos côtés, Lorenzo Di Stasi, italien, basé en Belgique depuis 2 ans. Vous êtes journaliste freelance et vous faites partie du réseau italien pour le journalisme constructif qui a été créé en 2019. On va y revenir. Et puis Balint Oblonsi, qui nous vient de Hongrie, qui est journaliste politique. Et vous avez créé, Balint, Václav Online, j'espère bien prononcer, qui est un média d'information qui veut sortir de la course à la publication et prendre le temps de l'enquête, de l'éclairage sur les sujets de société, loin du buzz et du sensationnalisme. Alors ce que je vous propose, c'est pour qu'on soit certain de parler sur des bases communes, c'est d'expliquer ce qu'est le journalisme constructif au-delà de la belle histoire. Et pour ça, Orla, je vais vous céder la parole. Selon le Constructive Institute, quelle est la grande définition du journalisme constructif? Well, thanks very much for having me here. I was listening to the former panel talking about whether there was such a thing as a common European journalism. It was difficult to find the common thing, but I do hope that constructive journalism could be one of the things that will unite us in Europe in the fight for democracy. I would like to show you a couple of slides first. I am from Constructive Institute in the second city of Denmark called Aarhus. It was started by the former CEO of Danish Broadcasting Corporation, Ulrik Hagerup, who wrote a book about constructive journalism, and he thought we needed to change journalism for the sake of democracy. So he left his well-paid job at Danish Broadcasting Corporation, and out of the blue he started this Constructive Institute, and I went together with him from the very beginning. We're situated at the University of Aarhus. We are an NGO, and we are educating journalists in constructive journalism. So what is actually constructive journalism? And I see there are quite a lot of young students here who might never have heard the expression before. So I'll just go very briefly through what it's all about with a couple of slides. So could you please change the slide? Right. I myself, I've been a news journalist doing breaking news for 20 odd years. And I know that when you do news journalism, this is what you do.
the goal, the time issue to do it here and now. The goal is to do it quickly with a lot of speed. The questions you ask is what happened, when did it happen? The style you use is very often dramatic, and the role you play as a journalist is often to be the same as the police. The police are out there investigating, you're out there researching. And very often the focus of the news stories will be on drama and conflict. I mean, we all know the news criteria where conflict is really the stronger one. And I myself, I've experienced so many times that if I could come up with a story with a strong conflict, I was sure to hit the front page. And I did so for 20-odd years and really enjoyed it. And this is something that is there. That's the essence of journalism. It always has been and it always will be. So when we are talking about something new called constructive journalism, don't get us wrong. We don't want to get rid of that. We need news to tell us what's going on in the world. And we also need the media to tell us what went wrong in the world and who was to blame for it. And that's the next slide. That's something that we've been working with in all media in Europe and all over the world. In the democratic societies. Could you change slide, please? There you go, investigative journalism. I myself felt that I fell into the Watergate pot when I was young, when Woodward and Bernstein exposed Richard Milhous Nixon as the one who was behind the break-in in the Democratic headquarters in the building Watergate back in the 70s, and they toppled the strongest man on earth because he had done something wrong. So investigative journalism is something that really is in our blood veins, because that's really where society needs journalism to take a look at the people in power and hold them accountable. But what is it we're talking about when we're talking about investigative journalism? We're talking about yesterday. We are talking about who is to blame for what went wrong. We ask the questions, who did it? Why did they do it? We are very critical in our journalism and should be, because we are trying to expose wrongdoings. We may play not the role of a judge perhaps, then at least the role of a prosecutor. And we very often have focus on crooks and victims. And thank God that there are journalists out there doing investigative journalism, because that's what helps democracy stay strong. Because journalists expose people who misuse their power one way or the other. So that's great. Now, I've done that for 10 years. I worked in the investigative department of my newspaper for 10 years, and I loved it. So what I'd do, I'd find a news story, I'd find there's something more behind that news story, and I'd dig into it and do investigations, and again, hit the front page with the investigation, and present the bad doings on the table of the Danish readers. But slowly I got to think about, well, is that then my role as a journalist? Could I do something more? Do I simply go and find the shit, present it to the audience, to the public, and then go back and find some other things that doesn't went wrong and present that shit to the audience there? Or do I have a larger responsibility? And more it grew in my head that, yes, we have a larger responsibility, which is why we created this new kind of journalism. Please change the slide. That is not replacing the other two. It's an add-on. So constructive journalism is about tomorrow. Now we realize we have these problems in society because we presented them in the news and in investigative stories. So our goal will be to find an inspiration what to do about it. How do we get on? How do we move on as society? We'll ask the questions, what now and how? And we'll be curious as to find some solutions to the problems and be a facilitator of a debate on finding possible solutions or best practices. Now, this is constructive journalism. It's not something that replaces good old journalism. It's an add-on, taking a step forward in our responsibility as journalists. And then just one last slide showing then what is it we talk about when we talk about. We look at constructive journalism in sort of three pillars. One is focusing on solutions.
So not only exposing the problems, but also looking for potential solutions. That's giving a journalist a new angle to a story. Hey, we know we got the problem. Has anybody got a suggestion what to do about it? And then do a story about that critically, of course, with arm's length, of course, and any good journalism would do that. The second one would be to cover nuances, strive for the best obtainable version of the truth, and see the world with both eyes. People who have been journalists for many years know that you tend to get a tunnel sight when you look at a story, because if you want it to be sharp and land on the front page, it has to be really sharp, so you may leave out some moderations. And then the final thing is to promote democratic conversation, engage and facilitate in a debate, including people in the community. I mean, can a journalist be more than someone who just reports things? Can he, when he has reported stuff, gather people in the city for a debate meeting, organize the meeting, and have people discuss without taking a stand, but being the facilitator of the debate how to solve the problems? Sorry I took so long time, but now you know a bit about constructive journalism. Thank you, Yasmin. Merci, Orla. Voilà, il était important de poser les bases pour comprendre vraiment les enjeux du journalisme constructif. Lorenzo, vous avez rejoint le réseau constructif en Italie qui a été créé il y a 3-4 ans, en 2019 en tout cas, juste avant la pandémie. Quelques mots rapides sur ce réseau et puis surtout les raisons qui vous ont fait rejoindre cette démarche constructive en tant que journaliste. Oui, merci pour la question. Vous m'entendez? Oui. Je vais parler aussi en anglais, c'est plus confortable pour moi. So, I also have a few slides. I try to connect what you just presented to show you just a practical example on how a network of people of journalists, freelance journalists can work together in Italy. So the constructive network, still don't see the slides. Je ne sais pas si finalement... Maybe you can... Or I just talk, it's fine. So yeah, the Constructive Network has been founded in Italy in 2020, actually, in March. It's when pandemic started and when pandemic started in Europe. So I'm from Milano, and it was very impactful for us. And I want to start from this point because it was a period in which breaking news in Italy were absurdly working in an absurd way, because I remember mainstream media sharing news about draft proposal by the government on how to afford the pandemic, the very first lockdown, and creating a lot of confusion in the audience. And this is a starting point of our network. So we are 136 professional journalists from north to south of Italy, who created at first a Facebook group to work together and share experiences. And we also cover different range of topics such as climate change, migration, healthcare, and tourism. And the approach is always to give to the audience solutions about stories, starting from local communities' experiences. We have a small online website in which we share news. I mean, it's more long-form articles. And it's completely independent. It's called news48.it. And that's where all started, and that's where also I start publishing my first stories with this kind of approach. Yes, there are the slides, thank you. So, next one. Yeah, I didn't talk about this. That's also what we do in practice. To connect with what he was saying, not only we write about with this approach, we also do trainings to other journalists. We trained so far 460 journalists, and we do trainings to students in universities, and two actually recent graduates published already their thesis on the topic of solution journalism. So the idea is always to be in contact every day with the community,
with the community we live in. And one other maybe aspect I want to highlight is to be citizens first and then journalists. So to be always in contact with the community we live in. For example, just very short example, the story I wrote during the pandemic was about a community of people and professionals, doctors, who started to provide free COVID tests for everyone, just staying on the street. Because in that period, in Italy, we didn't have yet a strategy to afford COVID. We didn't have enough vaccines, for example, for the population. So it was still very important for everyone to be tested and to know if they were positive or not to COVID. And that's just a short example. Maybe we can talk about it later. Starting from the ground, going on the field, and trying to be independent is also a value. In fact, we live thanks to the donations, thanks to also to the Solution Journalism Network from the US, it's where all started, thanks to Assunta Corbo, that is our founder. She had a grant from them, and she shared basically also economical resources to pay journalists working for the magazine. And yes, I conclude here, and we can then discuss later. Qu'est-ce qui vous a fait, Lorenzo, changer votre manière de travailler et opter pour le prisme constructif justement dans le traitement de l'information? Quels étaient les arguments, le déclic qui vous ont marqué? Yes, well, it's very challenging. At the beginning, it was very challenging because as freelance, also I still write news, breaking news, especially from the Brussels bubble. The way of turning the page for me has been thinking more about needs of people, of citizens, and the value they have. These values normally in mainstream media are not very well known, not very well told or explained, and how these values are put into practice. The example I mentioned before, it's a great example, I think, because these citizens, they were just addressing a specific article of Italian Constitution that is mentioning that healthcare should be free for everyone, for example. Yeah, I think this is the main point for me. Lynn, est-ce que c'était les mêmes arguments qui vous ont poussé à créer ce magazine online qui a été créé aussi assez récemment, en 2018-2019, de nouveau pour proposer une autre forme d'information, surtout dans le contexte spécifique de la Hongrie? Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, je parle français, j'ai pas de slide, donc on essaie de respecter la diversité. En fait, j'étais très impressionné par la présentation d'Orla et de Lorenzo parce que sans avoir connaître le concept du journalisme constructif, nous avons lancé notre publication online justement à propos de ces principes que vous venez de citer. Nous sommes les anciens journalistes de l'hebdomadaire Heti Válasz, qui était le deuxième hebdomadaire du pays. Et quand la publication a fermé en 2018, les anciens journalistes de l'hebdomadaire ont pensé de se lancer dans une aventure complètement nouvelle et de créer une structure nouvelle, Válasz Online. Válasz, c'est réponse en hongrois, donc déjà le concept est assez proche. Et on s'est dit qu'on essaye de se détacher de la folle course au breaking news, qui domine bien sûr en Hongrie aussi. On essaye aussi de se détacher de la storytelling d'un gouvernement très centralisateur et très dominant. Et on essaye d'être nuancé et on essaye d'être long. C'est-à-dire, on publie chaque jour 1 ou 2 articles maximum et c'est toujours très profond. Des analyses, des débats, des enquêtes. Et aussi proposer des solutions. Je vais vous donner un exemple concret. Une collègue à moi qui depuis 30 ans écrit sur des questions de société, des questions de santé, a examiné la carte du gouvernement qui a été proposée pour supprimer les déserts médicaux qui existent aussi en France, c'est-à-dire les problèmes des départements ruraux où il y a de moins en moins de médecins. Et elle a essayé de ne pas être dans l'outrance, dans la critique, dans l'attaque personnelle, mais de regarder les problèmes, les faillites et de montrer une solution
solution. Comment on doit résoudre ce problème pas trop évident. Ou mon exemple à moi, il y a 2 jours, j'ai publié aussi un long article sur le couple franco-allemand, les problèmes. En principe, j'écris sur des problèmes de l'Union européenne. Et j'essayais de ne pas dire qui est le bien et qui est le mal dans cette histoire, mais d'expliquer, d'être dans l'analyse avec des exemples historiques, économiques, etc., pour faire comprendre. Et alors, bien sûr, on a accepté que nous ne serons jamais un média de masse, que ce sera toujours une média sélective, mais on a aussi essayé de bâtir une communauté, c'est-à-dire que nos articles sont libres à consulter, mais nous proposons 3 formes d'abonnement. Si quelqu'un paye environ 5 € par mois, il devient abonné bronze, il reçoit un newsletter chaque jour. Il devient abonné argent, il paye environ 10 € par mois, il reçoit les newsletters, il est invité chaque mois à nos soirées débats, où on invite des gens à débattre et à boire du bon vin. Et si il devient abonné or, il reçoit la newsletter, les invitations, et puis on organise des soirées culturelles, des projections de films, et puis on lui apporte le petit déjeuner dans le lit le matin, presque. Et comme ça, on s'est lancé vraiment dans le noir, on ne savait pas si ça marche, mais on s'est très vite aperçu qu'il y a une certaine couche de la population qui en a assez de cette course folle et du tribalisme politique qui est très présent dans le paysage médiatique hongrois. Et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de valeurs, bien sûr. Válasz Online a des valeurs très claires, mais on essaye aussi d'être dans la nuance et on a l'impression que ça marche. Que des gens sont prêts à payer pour de l'information de qualité. Ils écrivent des lettres. Il y a des lecteurs qui nous écrivent des publications. Nous lançons des débats régulièrement. L'éducation, la santé. Il y a des contributeurs, des professeurs qui nous écrivent. Donc, on s'est aperçu que petit à petit, une communauté s'est construite au nom du journalisme constructif qu'on ne savait pas que ça existe. Mais je vois très bien que ça existe. Et je pense que ça peut être une sortie de secours. Parfois pour ces gens-là qui veulent réfléchir et qui veulent des informations et de l'analyse de qualité. Vous dites sortie de secours. Quand on discutait pour préparer cet entretien, vous parliez aussi d'OVNI pour votre magazine et puis d'Oasis aussi pour des publics qui cherchaient autre chose. Moi, j'ai entendu le temps long, l'analyse, l'enquête. Comment on intègre ça dans une réalité où la course à l'information est toujours plus dense, plus importante, mais toujours plus de pression. Comment, du coup, faire basculer les curseurs, faire bouger les curseurs et implanter, si c'est possible ou pas, au sein des rédactions déjà existantes de médias traditionnels, le journalisme constructif. Je ne sais pas qui veut répondre. C'est notre plus grand problème, en fait. C'est un débat de tous les jours dans notre conférence de rédaction. On essaye d'anticiper. On essaye de ne pas être toujours dans les débats de hier. On essaye de montrer qu'est-ce qui fera le débat demain. Et alors, oui, parfois, ça fait des flops. Il y a des articles très bien travaillés, très détaillés, qui parlent de l'avenir, qui sont pas beaucoup lus. Mais on essaie tous les jours de rebondir et puis de trouver les angles nécessaires pour faire comprendre les débats de demain. J'ai pas de recette miracle, pour être très honnête. C'est un débat de tous les jours, mais intellectuellement, c'est très stimulant. Monsieur, I'd also like to add that talking about now and tomorrow and what subjects could you dig into to do stories about that were constructive? Look at the problems that we present our readers, for instance, in a newspaper or on a TV news show in the evening. We present problem 1, problem 2, problem 3, problem 4, all the things that go bad in the world. And we leave that to the audience to look at. And you heard earlier on from Reuters Institute in Oxford that they are doing investigations on how the audience is reacting to this way of presenting the world, and they become news avoiders. They switch off. They don't watch the TV news anymore. They don't even follow it, especially not on print. And it's so bad for our democracy if people switch off. Then they don't understand what's going on, and they're left with social media's fake news and stuff like that.
We heard Muratov earlier this morning, and he got the Nobel Peace Prize together with Maria Ressa. And Maria Ressa has said, and I quote, "Without facts, you don't have truth. Without truth, you don't have trust. And without trust, you don't have democracy." This is so essential to us as journalists that we are still the ones who professionally try to present facts to people in order for them to understand the world. And all these problems I described before, you could take any of them and then try to look at them with a constructive angle. Now we've understood we've got this problem. Has anybody got a suggestion? Has anybody out there found a solution to this problem? And then do good critical reporting on it and show, well, they say they found a solution. Might that be useful for somebody else? So we can give people that there's a hope out there, especially young people. So much need news that look ahead, that try to look at solutions. Otherwise, they would forever switch off. Lorenzo? I have also, a remark from my side. I think we also from this polarization you just mentioned, or switching off, we have also to think, as I said earlier, as citizens in our professional work, in the sense that the different approaches we've seen from your presentation, for example, investigative journalism, that's something also I do, and solution journalism-based stories, they sometimes it's possible, I think, to try to match this approach in the same article. Because I hear sometimes some journalists saying, pointing the finger against investigative journalism or pointing the fingers against breaking news. But in my opinion, it shouldn't be like that. We should also try sometimes to merge the approaches. And this is always challenging, I think, but it's a challenge. We are in a changing world, and we need to be useful to the society. So this is also a way to think about. Can I add to that? Actually, it's really simple. Now, this year's Pulitzer Prize winner was Cecilia Reyes of Chicago Tribune. She did investigative stories, a lot of them, showing how the lack of control from the fire authorities in Chicago over 4 years cost 61 people their lives because there were fire in the buildings they were living in. Basically, mostly poor people, because that was the worst buildings. She did that, and it was great investigative journalism, some of the best. But what she did then, after having done all these exposures of wrongdoings of the authorities, she did a story called "Here Are 9 Solutions to the Problems That Causes the Death of These 61 People," where she went to other American cities and found out how they found procedures to prevent fires from breaking out in old buildings. Is that bad journalism? No, it's just taking journalism one step further. So you have investigative journalism and constructive journalism working alongside of each other. On parlait de l'impact de ce lien de confiance, en tout cas, entre les médias et le public par rapport aux démocraties. Quand on voit le contexte politique de vos pays respectifs, à votre avis, quels enjeux peut représenter le journalisme constructif ? Alors, je pense que chez nous, c'est un peu particulier. Notre rôle en tant que journalisme constructif, c'est de montrer que le journalisme existe. Parce qu'une logique politique veut dire que le journalisme n'existe pas. Il y a seulement les soldats qui ne se prononcent pas en tant que tel, mais qui se masqueradent en tant que journalistes. Donc nous, on doit montrer que oui, ça existe. Donc par exemple, quand on fait des investigations, justement, on fait des investigations pas seulement sur les affaires du gouvernement, mais sur certains politiciens de l'opposition aussi, qui nous traînent en cours. Et d'ailleurs, on gagne les procès en diffamation. Mais c'est très important de montrer que le journalisme, même les journalistes qui a des valeurs ou qui est dans l'analyse, n'est pas forcément le soldat de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire, c'est très important dans un contexte où on voit très bien que, d'une part, le pouvoir politique essaye de centraliser l'information et d'essayer de construire un empire médiatique très puissant, online et print. Et on doit montrer
quand on voit toute cette armée qui est montée, on doit montrer que oui, le journalisme existe, les points de vue, que le débat n'est pas forcément la signe de la faiblesse, par exemple. Parce que si on regarde certains papiers en Hongrie en ce moment, les informations sont complètement unifiées. Il n'y a pas de critique, pas de débat, pas d'opinions diverses. Donc il y a une sorte d'asphyxie d'une part de la population. Donc notre rôle en tant que citoyen d'ailleurs, pas seulement de journaliste, de citoyen, est de montrer que le monde est beaucoup plus complexe, beaucoup plus divers, et notre rôle est d'essayer de s'accrocher au rôle de journaliste, même quand c'est pas évident, même quand on ne répond pas des ministères, même quand on n'accorde pas des interviews, même quand on est traité de soldats ou d'être des journalistes, des non-journalistes. Je pense que notre rôle est avant tout de montrer que ça existe, même quand c'est pas évident. Je vais laisser Lorenzo répondre aussi par rapport au contexte politique italien avant de passer la parole au public. Le journalisme constructif, dans ce contexte politique particulier, est-ce qu'il a vraiment un rôle à jouer? Oui, toujours, sûrement. Switch to English. Well, yes, I think it's also we now have a new government, but it's always been the case. I think it's a very bad attitude for mainstream in Italy to, for example, using a lot quotes from politicians, putting them as headline. Changing a bit the sense to be more, synthetic in the headline, and that's that's not way of doing journalism. That's just to let you know how it works in Italy. And I think, for example, talking about migration, that was a lot in the breaking news last week and this week again. From my perspective, is not pointing fingers, is not putting, for example, Italy against France, because there was a debate about that. This NGO boat that saved people and then has been sent to France because Italian government didn't want it. I'm lucky because I'm in Brussels. So on this specific example, that's what I'm working right now. I'm trying to understand and to explain to the audience what is really on the table, what is the real political discussion among member states. It's not only about Italy and France. It's about finding a solution on managing migration in a common way. So that's what I'm trying to find out in these days. There is tomorrow extraordinary council meeting here. There was a debate in the parliament. There was a proposal from European Commission on how to solve the situation in a short-term period. That's just a short example to say that, or to work on a story that is maybe medium-term, but still needs time to be understood first from us and then to be explained to the audience, to the readers. Merci Lorenzo. Je vais donner la parole maintenant au public, vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Mademoiselle, là-bas en haut. Là-bas aussi. Bonjour, merci pour vos différentes interventions, c'est très intéressant. J'ai plein de questions, mais je vais en poser deux si vous avez le temps d'y répondre. En tant qu'expert en journalisme constructif, que répondez-vous à ceux qui disent que la mission unique et la seule mission du journaliste est d'informer? Et pensez-vous que le journalisme constructif soit transposable dans tous les pays du monde? Par exemple, là en Tunisie, où on fait face à des problématiques, par exemple des pénuries de produits alimentaires, etc. C'est tout nouveau. C'est des problématiques qui semblent puériles ou simples, mais qui impactent largement la vie des citoyens, ou encore en Ukraine où il y a une vraie guerre. Est-ce que vraiment le journalisme constructif peut se transposer dans les différents pays avec les différents contextes? Deux questions qui... That's a really good question. Oh, two really good questions. I think that constructive journalism can be used anywhere in the world.
Because the thing is, why are you a journalist? Whom do you work for? You work for the people. There will be different problems in the rich countries like ours here, and in Africa or in the Middle East. But if you still think of yourself as a journalist working for the people, you would have to ask, you would have to say, I will present the problem, that's what news does. But then I will also try to be looking for solutions. And the problems are different in rich countries and poor countries. But the idea of not just presenting all the bad things going on, but also trying to ask the question, so what do we do about it? That's transferable to any country. Now, concerning Ukraine, as I told you before, with the three things up here, you need to do breaking news, you need to do investigative news, and then you can do constructive news on top of that. There's a time for everything. And I think the time right now for Ukraine is to cover breaking and investigative. And then, hopefully, when things settle down, we shall try to rebuild, and in that way you can use constructive journalism there. That's how I see it. J'aimerais revenir sur la question de la responsabilité du journalisme aussi. Le journaliste a le rôle d'informer simplement. Est-ce que c'est sa mission d'être constructif aussi? Sorry, I forgot that. It is our job as journalists to inform. And I think the best slogan in the business is the slogan of Der Spiegel in Germany. And they've got a slogan saying, Sagen, was ist. That means, say what's real. Right? Tell the facts, inform the facts. And that's what we've been doing so many years as journalists, informing about the facts. But what we're trying to do when we create the expression or the genre of constructive journalism is, when we've presented the facts, when we've given the information, is that then done? Have we finished the job and could go home to our families and have a glass of wine? Or could we do more? And constructive journalism says, yes, perhaps we can do more. Perhaps we can facilitate a debate on how to get over the problems. Malinde, vous vouliez oui, compléter? J'aime beaucoup ma profession, notre profession, parce que il n'y a pas des uniformes. Je pense que oui, bien sûr, notre rôle est d'informer, mais parfois notre rôle est d'aller beaucoup plus loin. Et je pense que le journalisme constructif n'est pas un modèle qui peut être transposé partout de la même manière. Pour moi, c'est plutôt une méthode, une approche. Et je pense que ça aide à diversifier, à enrichir notre profession. Et oui, bien sûr, il y a des moments historiques aussi parfois quand on fait du breaking news. Moi aussi j'ai un compte Twitter comme tout le monde, ou presque tout le monde, et oui, moi aussi je fais du breaking news, mais pour moi, dans ma tête, c'est plutôt complémentaire, c'est pas contre, ou c'est pas une exclusivité d'informer ou enquêter ou proposer des solutions, mais le complexe ensemble. Yes, I want to add something on the term solutions, because I think solution can be also about, not only about the future, but also about the present. Because if there is already a solution ongoing, put into practice, that is working, then this is effect. So I also try to, I don't see dichotomy here, or I don't see a black or white. I see two things going together. So if there is a solution, the approach is about constructive journalism is to present a solution, but also to show, for example, the limits of that solution, because we are not like marrying the solution, right? We are not forever. We show the limits. Yeah, we have arm's length to the solution. Yes. Yeah. We keep our attitude as journalists of being detached from what's happening somehow. So if you keep all together, yeah, this can work. Thank you. Il y avait une question par là aussi. Hello. My name is Walid Batrawi. I'm from Palestine, here with Sahaf Ahmed. I'm also a trainer on constructive journalism. My question is, why can't we agree on
what we call it. I've seen solution journalism, I've seen constructive journalism. Some say it's the same, some say there's a little difference, some say it's different. So I think, one thing that we need to is to agree actually on the term. Because some people, when you say solution journalism, when this was first introduced in Palestine, I trained, the first training actually was in March 2019 with CFI Medias. And then, when we said solution journalism, some journalists thought that they are going to be the saviors, and save the whole world, and not finding solutions with experts and other people. So that's that's one. And I just very quickly to respond to Reem. The best solution journalism stories that came out as a result of my training were from the Gaza Strip. Where people are living a real misery due to different factors, but the best solution journalism stories came from there. Thank you. Moi, je vais juste revenir, je prends la parole juste quelques secondes. On a ici en Belgique eu cette discussion avec d'autres homologues, français notamment, sur constructive ou solution journalisme. Ce que nous, on prend comme position, c'est que le constructive est beaucoup plus large. Il englobe le solution journalisme qui, lui, est vraiment une méthodologie pour traiter de la solution, quelle solution, etc. Donc ça fait partie pour nous du constructif journalisme et qui va plus loin encore, qui est une démarche beaucoup plus large. Et dans la discussion avec nos homologues français, la réflexion qu'on s'est faite, c'est qu'en fait le public, il s'en fiche. L'important, c'est que ce soit montré concrètement et qu'on change la manière d'informer. Et la manière dont nous, on l'appelle en tant que professionnels, effectivement, il faut se mettre d'accord et comprendre les nuances, mais qu'en fait, l'important, c'était le résultat qu'on pouvait avoir vis-à-vis du public et les curseurs qui bougent dans les rédactions. Voilà. I think that's a very good question. A very good answer. A very good question and a very good answer. Thank you. So I'd love to hear later on about the solutions journalism that you did in Gaza. If you could, well, it's like the Frank Sinatra song, if I can make it here, I can make it everywhere. New York, New York. If you can make constructive journalism in Gaza, you can make it everywhere, right? So I'll look forward to listening to that. I don't really care if you call it solutions journalism or constructive journalism. It's just plain good journalism, right? But the reason why there's a difference is that solutions journalism is the sort of pillar one, I showed you there before. And when we came up with the word constructive journalism, it's because we added the one in the middle about looking at the world with both eyes, and the last one, engaging people. And they hadn't really gone around to that in the solutions journalism, but they are now. So we'll all be married one day. Il nous reste peu de temps, donc je propose de passer à la question suivante. Mademoiselle. Bonjour, je suis Emel Chehed, je suis journaliste de l'audiovisuel public en Tunisie. Je suis très heureuse de rencontrer toute cette panoplie de collègues, hommes et femmes venus de différents pays de l'Europe. Si j'ai bien compris, alors le journalisme constructif est un journalisme responsable, engagé, qui porte des valeurs et qui joue son rôle de contre-pouvoir. Donc, il mise sur les valeurs de la démocratie, mettre le point et montrer honnêtement les nuances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule facette de la vérité, mais il y a plusieurs angles de vue qui nous permettent de voir la vérité de différentes manières, donc personne ne détient la vérité absolue, et proposer des solutions, donc être positif et constructif, n'est-ce pas ? Je voudrais poser la question à mes collègues qui sont sur le podium, qui représentent différents médias de différents pays, tels que l'Italie par exemple, et à toute l'audience d'ailleurs. Comment est-ce que se manifeste votre travail en tant que journaliste, ancré dans le journalisme constructif ou positif, dans des questions ou des affaires comme la couverture de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, comme des affaires ou des questions
ou des crimes comme l'assassinat de la journaliste palestinienne Shirin Abu Aqila devant les caméras du monde entier en live, comme des questions de la migration en mer Méditerranée, le rapatriement, le refoulement des migrants qui arrivent en Italie dans des conditions lamentables qui font une grande tâche contre les valeurs de l'humanité, contre les valeurs des Nations Unies. Voilà. Un jour, j'ai rencontré en Suisse, en 2013, un journaliste argentin qui a dit devant nous, dans son intervention, moi, en tant que journaliste engagé et responsable, ma Bible, c'est la charte des Nations Unies avec toutes les valeurs et tous les principes de l'humanité qu'elle porte. Donc, en tant que journaliste, je ne suis pas neutre. En tant que journaliste, je défends les valeurs de l'humanité. Merci et j'espère avoir des réponses à ma question. Merci. Lorenzo, on parlait de l'Italie, de la migration, ça c'est votre domaine. Est-ce que vous souhaitez réagir? It's a very good question. It's always one of the main questions asked to people who try to do constructive journalism. I think, as I said before, I don't want to point out fingers against who does investigation on, for example, the topic of migration. I haven't said before that we shouldn't do any more investigative journalism. We shouldn't forget about human rights and human values. About the topic, I don't have now a clear, for example, example or way of how to afford, but maybe doing some research, we find out, everyone can find out that there is a different kind of managing migration in another part of the world, and we can, and in that part of the world, that way of managing migration is working better than in Europe, than at the European level. And then can be presented as a story. So I thank you very much for your question, because it can be of inspiration or as, a question for us, for all of us. Is not a limit, is a everyday challenge to have this kind of approach of constructive journalism, and I think it's great that at least it start to be present in our brains, and yes, so yeah, that's my answer. Merci pour votre question, parce que vraiment c'est une question très importante. C'est pour cette raison que j'ai souligné que même pour moi, le journalisme constructif a des valeurs. Donc je ne crois pas au journalisme bisounours. C'est-à-dire on doit, pour moi personnellement, je vais vous donner aussi un exemple très concret. Le 24 février, parce que vous avez mentionné la guerre en Ukraine, et la Hongrie est un pays frontalier, donc ça nous affecte directement. Le 24 février, le matin, je pense que j'étais entre les premiers à le savoir en Hongrie, j'étais à l'aéroport, je me rendais à Paris pour un reportage qui est complètement bouleversé, bien sûr, après ça. Et à 4h13 du matin, j'avais les premières informations sur l'invasion russe en Ukraine. Et tout de suite, automatiquement, ce qui me venait à la tête, c'est mon grand-père, décédé il y a un certain temps, qui m'expliquait toujours qu'est-ce qu'il faut faire quand les Russes arrivent. Parce qu'il a vécu en 44-45, la Deuxième Guerre mondiale, et en 56. Comment tu descends dans la cave, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a les soldats dans la rue, etc., etc. Donc oui, il y a la vérité. On ne doit pas être toujours dans la nuance à 100%. Mais est-ce que ça veut dire que je ne veux pas comprendre qu'est-ce qu'ils font les Russes et pourquoi? Non, je pense que mon travail de journaliste est de montrer, même avec quoi je ne suis pas d'accord, montrer pourquoi. Parce que si on n'essaie pas de comprendre l'autre, on ne va jamais pouvoir proposer une solution. Et même, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, ou même avec un pays ou un régime politique, etc., etc. Mais on doit comprendre. Et c'est pour cette raison-là, moi, même avant la guerre, je comprends pas le russe malheureusement, mais je lisais beaucoup de littérature russe et d'histoire russe, justement pour comprendre leur logique, comprendre comment ils regardent le monde et essayer de pouvoir traduire leurs pensées à nos lecteurs. Et
et je pense que ça a aidé quand même à montrer à nos lecteurs qu'une logique qui peut être différente aux nôtres, qui peut être même condamnable de notre point de vue, mais c'est une logique qui existe et on doit faire avec. Donc je pense que c'est notre rôle de journaliste constructif de montrer même quand c'est même quand c'est pas confortable du tout. Constructif ne veut pas dire forcément positif dans la manière dont on l'applique. J'espère qu'on a répondu à la grande majorité de vos questions, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être juste après. Je vais prendre une dernière question. Oui, je vous écoute. Bonjour à tous et merci. Je suis journaliste burundais, donc africain. Et le journalisme constructif, journalisme de solution, nous tient beaucoup à cœur en Afrique. Vous n'ignorez pas qu'il y a une certaine opinion en Afrique qui se plaint, comme quoi les médias européens, occidentaux, parlent surtout du mal de l'Afrique, plus que tout ce qui va bien, tout ce qui se fait pour améliorer le quotidien des Africains. Alors, et surtout, il faut savoir que nous avons remarqué qu'ici, en Europe, en Occident en général, le sensationnel, le tragique, le public en redemande encore et encore, et c'est ce qui vend le mieux. Ce qui se vend le mieux, et surtout ce qui fait vivre. C'est cet aspect financier qui fait vivre, qui fait que les grands médias qui sont suivis, surtout par le public africain, puissent survivre. Cet aspect, ce paramètre financier, ce paramètre économique, c'est, je dirais même, la base même de la survie de ces médias. Alors, le journalisme constructif, comme M. Balint l'a souligné, il y a beaucoup de sujets importants, mais qui ne se vendent pas auprès du public parce que, je ne sais pas, peut-être que la recherche du sensationnel, du tragique, ne se voit pas directement dans ce genre de reportage. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que le journalisme constructif, ici, en Europe, est-il quelque chose qui pourra se vendre, viable, qui pourra peut-être se perpétuer, peut-être remplacer ce journalisme du sensationnel? Merci. Merci. L'argent, le nerf de la guerre, alors ça rapporte le journalisme constructif ou pas? In the States, what you're saying there is that all the bad things about Africa will be reported in the news, because if it bleeds, it leads. It goes to the front page if there's a problem, if there's a civil war, if there's famine or whatever. And the role of constructive journalism is to try to tell the world with nuances that Africa is not only all bad things going on, but that there's actually a development in many countries. But we never get that in the news, because we tend to look at the news with one eye, with a negativity bias, and presenting all the problems there. Constructive journalism would try to use both eyes to tell the good and the bad, to tell progress and to tell about all the problems that's going on. And I think that kind of journalism, I mean, we in the European countries should be the first to implement that way of looking at things, changing news culture so that it's not only about what went wrong, but trying to give a more nuanced and real picture of the world, including Africa. And then I hope that kind of European journalism culture would spread to the rest of the world. Balint, votre magazine online, lui, c'est une petite start-up média. Vous le disiez, économiquement, comment ça se passe avec votre approche journalistique? Oui, justement, merci pour cette question, parce que notre plus grand dilemme, quand on a lancé l'autre média, c'était justement, est-ce qu'on peut sortir du sensationnalisme? Est-ce que le journalisme sérieux peut être un business model? Et heureusement, oui. Donc, d'une part, vous avez raison avec le sensationnalisme, et je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on sent un certain asphyxie. Donc, c'est-à-dire, il y a un public aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont nombreux ou pas, on ne sera jamais un média de masse, je pense, mais on sent aussi que c'est devenu tellement fort, tellement présent et tellement pesant que justement des gens veulent s'en sortir. Et parfois, ça veut dire qu'ils ne consomment plus de médias du tout, mais ça veut dire aussi que des gens essayent de trouver leur niche.
Et je pense que nous sommes devenus un média niche pour ces gens qui ont une asphyxie du sensationnalisme. Et sur le plan business, ça marche, oui. Ça marche. C'est une start-up qui gagne de l'argent, on peut avoir des projets, on peut se projeter dans l'avenir. Et oui, ça marche plutôt bien. Alors, il y aura des limites pour le développement, je pense que oui. Mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. Voilà, je vous propose de conclure ici cette rencontre. Merci aux Assises de nous avoir invités et d'avoir proposé cette thématique. Merci à vous trois. Je vous propose de poursuivre des conversations juste après, en dehors, et parler constructif. Et on espère que ce qu'on a échangé aujourd'hui fait mûrir vos réflexions et qu'on a semé quelques petites graines qui un jour pourront peut-être faire changer, bouger votre manière d'informer, surtout chez les étudiants aujourd'hui. Merci beaucoup.